Nous allons donc voir dans cette activité l'origine des anticorps. Vous vous rappelez qu'un anticorps est constitué de deux chaînes lourdes, ici en orange et la partie terminale en vert, reliées par des ponts du sulfure, et de deux chaînes légères, ici jaune et la partie finale en vert, reliées aux chaînes lourdes. Les parties jaune et orange sont la partie constante de l'anticorps et les parties vertes sont les parties variables de l'anticorps. Sur la photographie suivante, nous observons des lymphocytes B. Il nous est dit que les lymphocytes B possèdent à leur surface des anticorps qui sont liés à eux par leur partie constante. Nous pouvons le représenter sous la forme de ce schéma, où nous voyons bien les parties constantes des anticorps reliées aux lymphocytes B au niveau des membranes plasmiques. Nous observons donc que les parties variables, qui vont pouvoir reconnaître l'antigène, sont de l'autre côté et peuvent être libres pour fixer les antigènes. Il existe donc différents types de lymphocytes B qui ont des anticorps membranaires différents avec leurs parties variables différentes, comme représenté sur ces petits schémas. Nous observons dans un deuxième temps, on vous demandait d'observer une deuxième photographie, toujours obtenue au microscope électronique, dont je vous montrerai une photographie plus tard. Sur cette photographie, nous ne voyons pas un lymphocyte B, mais un plasmocyte. On vous dit que le plasmocyte, c'est un lymphocyte B qui a été transformé après avoir reconnu un antigène. On remarque que lors de cette transformation, de très nombreux réticulomes endoplasmiques rugueux apparaissent dans le cytoplasme. Ces cellules sont spécialisées pour la production d'anticorps libres. Nous allons voir en quoi ce changement de structure permet la production d'anticorps. Donc, dans cette photographie, nous voyons donc le noyau qui contient l'information génétique, dans lequel va pouvoir se faire la transcription. Puis cet ARN va arriver sur le réticulum endoplasmique rugueux ou granuleux sur lequel est fixé des ribosomes, au niveau duquel va se faire donc la traduction, c'est-à-dire la synthèse des chaînes polypeptidiques lourdes et légères de l'anticorps. Ces chaînes vont être assemblées dans l'appareil de Golgi, dont des vésicules vont se détacher pour former des vésicules de sécrétion ou vésicules d'exocytose contenant des anticorps et vont libérer ces anticorps dans le sang. Voilà les transformations et la structure du plasmocyte. Maintenant que nous avons vu ça, nous allons essayer de faire le lien lymphocyte B, plasmocyte, production d'anticorps Nous avons ici les résultats des dosages des lymphocytes B, des plasmocytes et des anticorps dans une souris. Nous avons injecté dans cette souris l'agent pathogène de la malaria. Nous donc mesurons la quantité de lymphocytes B, plasmocytes et d'anticorps dirigés contre ce même agent pathogène. Nous remarquons que le nombre de lymphocytes B augmente entre 0 et 25 jours, où c'est le plus important nombre de lymphocytes B, puis il diminuera entre le 25e jour et le 90e jour. Si le nombre de lymphocytes B augmente en passant d'environ 90 millions à 260 millions de lymphocytes B, cela veut dire qu'il y a une multiplication des lymphocytes B. Cette multiplication s'effectue par mitose. Nous remarquons en parallèle, dans le document B, qu'au départ, il n'y avait aucun plasmocyte et aucun anticorps de produit contre la malaria. Au bout de 5 jours, il y a un faible nombre de plasmocytes, de l'ordre de 5 millions, qui devient de l'ordre de 90 millions au 10e jour. Cela veut dire que les lymphocytes B se sont transformés en plasmocytes. Ces plasmocytes
nous observons qu'au moment où il commence à apparaître, après, le nombre d'anticorps augmente pour passer d'environ 0,1 unité arbitraire à 10 unités arbitraires, puis se stabilise. Donc, les plasmocytes sont bien à l'origine de la production d'anticorps. Nous pouvons résumer tout ce que nous venons de voir par le schéma suivant. Nous avons donc le lymphocyte B qui reconnaît l'antigène grâce à son anticorps présent sur sa membrane. Il va se multiplier par mitose, puis une partie où tout vont se différencier en plasmocytes qui vont produire des anticorps circulants ou immunoglobulines. Ces immunoglobulines vont se retrouver dans le sang. Vous aviez également à étudier d'autres documents pour expliquer comment se faisait cette multiplication et cette différenciation, ce qui permettait de les faciliter. Vous aviez donc à étudier cette expérience qui est réalisée par Klaman en 1966. Vous avez des expériences témoins. Première expérience témoin, un individu sain qui possède un thymus dans lequel on lui injecte des globules rouges de mouton, sachant que notre individu à la base était une souris. Les globules rouges de mouton sont reconnus comme étrangers par la souris, et donc quand on prend une goutte du sérum de cette souris, donc c'est-à-dire du liquide, qu'on l'ajoute aux globules rouges de mouton, on observe une agglutination. C'est notre expérience témoin, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui est produit dans le corps qui permet l'agglutination. Si j'enlève le thymus par irradiation, à ce moment-là, si j'enlève le thymus, je n'aurai plus les lymphocytes T, qui sont les lymphocytes produits dans le thymus. J'injecte des lymphocytes B, le lot 1, qui est donc ma deuxième expérience témoin. J'injecte à cette souris des globules rouges de mouton. Je prélève du sang du sérum de cette souris, je rajoute des globules rouges de mouton, il n'y a pas d'agglutination. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la molécule produite permettant l'agglutination. Il n'y a donc pas d'anticorps. Je prends le lot numéro 2. Dans le lot numéro 2, j'ai une injection de lymphocyte T qui est mis à la souris dont on a enlevé le thymus. On injecte les globules rouges de mouton, on prélève le sérum de cette souris, c'est-à-dire potentiellement les anticorps, on rajoute les globules rouges de mouton, on observe pas d'agglutination. Pourquoi on n'observe pas d'agglutination? Puisqu'il n'y a pas de lymphocyte B. Or, les anticorps sont produits par les lymphocytes B. Ça nous confirme qu'il faut les anticorps pour avoir de l'agglutination. Nous allons dans l'expérience 3, le lot 3 de la souris irradiée. On lui injecte des lymphocytes B et des lymphocytes T, du globule rouge de mouton. On observe une semaine plus tard. On prélève le sérum et on observe qu'à ce moment-là, il y a agglutination. Pourquoi le lot 1, alors que j'ai des lymphocytes B, je n'ai pas agglutination, alors que le lot 3, j'ai des lymphocytes B et des lymphocytes T, j'ai agglutination. La seule différence, c'est les lymphocytes T. On déduit donc de cette expérience que les lymphocytes T permettent d'activer la production par les lymphocytes B d'anticorps. Le lot 4 nous sert également un petit peu de témoin. On injecte des lymphocytes B et T, mais ce coup-ci, nous n'injectons pas de globules rouges de mouton. Il n'y a donc pas d'antigène reconnu. Voilà pourquoi il n'y avait pas d'agglutination pour le lot 4.
La photographie du dessous ne correspond pas exactement aux mêmes expériences. Sérum low-cat plus GRM, ainsi de suite, ne sont pas les mêmes. C'était juste pour vous montrer ce qui était l'agglutination et l'absence d'agglutination. Une fois que vous aviez fait ça, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait donc besoin de lymphocyte T pour activer la production d'anticorps par les lymphocytes B. Vous avez étudié une deuxième expérience avec le schéma du dispositif de Mark Brook. Là, c'est très important de comprendre ce schéma dans un premier temps. Vous vous rendez compte qu'on a un dispositif où on sépare. On aura deux chambres, une chambre supérieure et une chambre inférieure. Ces deux chambres sont séparées par une membrane qui est perméable aux molécules mais imperméable aux cellules. C'est-à-dire que les cellules ne peuvent pas traverser cette membrane. Dans l'expérience 1, on ne met aucune cellule dans le compartiment supérieur. On met dans le compartiment inférieur des lymphocytes B, on observe peu de plasmocytes produits, 72 millions. C'est une expérience témoin. Dans l'expérience 2, nous mettons en présence des lymphocytes B et des lymphocytes TCD4 dans le compartiment inférieur. Nous observons beaucoup plus de plasmocytes, 920 millions. Nous pouvons donc confirmer que pour activer la production de plasmocytes, il faut les lymphocytes T, et plus précisément les lymphocytes T CD4. Dans la troisième expérience, nous séparons les lymphocytes T CD4 des lymphocytes B. Les lymphocytes T CD4 sont dans le compartiment supérieur et les lymphocytes B sont dans le compartiment inférieur. Le nombre de plasmocytes est également très important. 1011 millions. Nous pouvons déduire qu'il y a donc bien eu une activation de la transformation des lymphocytes B en plasmocytes par les lymphocytes TCD4, que celle-ci se fait à distance, puisque les lymphocytes TCD4 ne peuvent pas passer à travers la membrane perméable. Mais des molécules peuvent passer. Donc nous émettons l'hypothèse que les lymphocytes TCD4 émettent des molécules qui peuvent activer la différenciation des lymphocytes B en lymphocytes, en plasmocytes. Pardon. Pour préciser cela, vous aviez donc étudié le document 2. Dans ce document 2, on vous mettait en évidence que les lymphocytes TCD4 pouvaient se transformer en lymphocytes T auxiliaires. On vous parle d'amplification également, avant qu'ils se transforment en lymphocytes T auxiliaires. Cela veut dire qu'ils se sont multipliés par mitose, comme les lymphocytes B. Cela a lieu quand le lymphocyte TCD4 est activé, c'est-à-dire lorsqu'il a reconnu un antigène. Le lymphocyte TCD4, on vous indique qu'il est capable de produire des molécules qu'on appelle des interleukines qui vont être capables de différencier les lymphocytes B en lymphocytes T, des lymphocytes B en plasmocytes. Nous avons utilisé pour toutes ces photographies un microscope électronique à transmission, dont voici une photographie. Peut-être que si vous continuez de la recherche, vous aurez la chance de l'utiliser. Nous pouvons donc résumer ce que nous avons vu dans cette activité par le schéma suivant. La partie sur les lymphocytes B était déjà vue. Nous pouvons rajouter que les lymphocytes TCD4 naïfs, c'est-à-dire qui n'ont pas encore reconnu d'antigène, reconnaissent un antigène qui est présenté par la cellule dendritique. Cet antigène présenté par la cellule dendritique au niveau du CMH est reconnu par le récepteur T du lymphocyte TCD4, qui va se multiplier par mitose, puis se transformer en lymphocyte T auxiliaire
ou lymphocyte T sécréteur. Ces lymphocytes T auxiliaires ou lymphocytes T sécréteurs vont produire une interleukine, l'interleukine IL-2, qui va activer à la fois la multiplication du lymphocyte T CD4, mais également la multiplication du lymphocyte B sélectionné, ainsi que la différenciation du lymphocyte B sélectionné en plasmocyte.